Je trouve que c'est un peu dommage, surtout pour les fans des Sixers qui sont là depuis et qui attendent qu'on arrive en finale NBA, tu vois. Ce qui me fait plus rêver quand même, c'est la capacité à faire de la magie avec la balle, tu vois. Et c'est pour ça que c'est ces deux gars-là que je te cite, tu vois. Et par contre, KD, il était là en jogging, franchement, il s'en foutait. Et les contours, il en a rien à faire, il est juste là. Je dirais plus que j'y crois plus, mais on commence vraiment à fatiguer, tu vois, du process. Oui, j'ai pu le rencontrer aussi lors du K54. Tu veux que je t'en parle? Comment t'es devenu fan de basket et de NBA? Ça date de entre 2000 et 2003 en vrai de vrai. C'était finale Allen Iverson 2001. Et j'ai revisionné cette finale, j'étais hyper jeune sur NBA TV et Allen Iverson m'a fait rêver. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser au basket. J'étais dans le foot un peu avant. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est un truc de fou, c'est hyper spectaculaire, il est petit, il fait plein de trucs sur le terrain. Donc je suis tombé amoureux de l'NBA à ce moment-là, tu vois. Directement, fan des Sixers. À cette époque-là, c'était cool d'être fan des Sixers. Donc j'ai logiquement suivi. Et puis le premier maillot que j'avais acheté, c'était aussi le fameux maillot des Sixers avec la petite étoile sur le i et l'étoile filante. Et j'avoue, je fais partie d'une génération qui est rentrée dans le train des Sixers à ce moment-là. Et depuis, je ne l'ai pas réellement lâché. Mais si tu dois te citer une franchise, logiquement, je te dis les Sixers. Tu vois. Est-ce que tu crois encore au process? Est-ce que tu crois encore au projet Embiid? Franchement, j'y croyais hyper longtemps. Là, je commence un peu à ne plus y croire. Et finalement, on a eu des échéances. Tu vois, moi, je pense à finale de conf contre Kawhi et ce fameux tir qui nous a éteints au buzzer. Mais c'est finalement Kawhi Leonard, évidemment, qui va aller se mettre dans le corner. Leonard! Oh! C'est pas possible! C'est pas possible! Le héros, c'est lui! Je dirais pas que je n'y crois plus, mais on a laissé quand même assez de chance à cette franchise de pouvoir construire. On a eu Ben Simmons, il y avait James Harden, là il y a Paul George, et limite c'est des gars comme Gershon qui tiennent l'équipe. Et même, bon, t'as Tyrese Maxey qui fait aussi une belle saison, mais je pense que le process, il est quasi arrivé à un terme, et je me dis, ce serait cool aussi pour la franchise des Sixers de peut-être essayer de reconstruire ou de repartir sur quelque chose de nouveau. Je pense que Joel, il a vécu avec les Sixers et je pense qu'il arrive aussi à un moment donné où même les fans commencent un petit peu à se poser la question de est-ce que c'est sain pour la franchise qui reste et qui soit là. Et moi, en tant que fan des Sixers, j'ai envie de voir quelque chose, tu vois, j'ai envie de voir un peu du renouveau. Quand Paul George a été signé, tu vois, je me suis dit, c'est cool, on va peut-être repartir sur une nouvelle base dynamique et tout. Je pense que Tyrese, c'est un bête de joueur sur lequel tu peux finalement avoir confiance pendant encore plusieurs années, à voir si Embiid rentre dans le rang et tu vois, se met dans le process à fond. Mais j'ai plutôt eu l'impression, sur ces derniers mois et sur cette saison, qu'il a aussi plutôt, dans le langage verbal et non verbal, un peu desservi la franchise dans l'image. Et je trouve que c'est un peu dommage, surtout pour les fans des Sixers qui sont là depuis et qui attendent qu'on arrive en finale NBA, tu vois. Mais je dirais plus que j'y crois plus, mais on commence vraiment à fatiguer, tu vois, du process. Aujourd'hui, quel est le joueur, justement, qui te fait le plus penser à Iverson et dont tu es fan aujourd'hui? Franchement, je peux t'en citer deux. Le premier, qui est mon joueur préféré, c'est Kyrie. De par ce qu'il arrive à faire sur le terrain, son handle, sa capacité à contrôler l'intégralité de ses mouvements et pouvoir jouer contre des grands. Pour moi, je te mets Kyrie en 1. Et il y a aussi un joueur, LaMelo, que je trouve hyper fort. Et surtout, c'est un gars qui s'amuse sur le terrain. Alors, pour le coup, il n'est pas All-Star cette année et je pense que les résultats collectifs font qu'il n'a pas la place qu'il doit avoir en tant que l'un des meilleurs meneurs à l'Est. Mais pour moi, il a le potentiel demain d'être un joueur qui fait rêver énormément de personnes. Donc, tu vois, je te dirais Kyrie et LaMelo, c'est les deux gars et finalement qui ont un style de jeu qui est très basé sur le handle, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de joueurs qui rentrent dans cette catégorie où ils peuvent te faire rêver sur un move.
on est beaucoup plus sur des joueurs comme Ja Morant et Anthony Edwards qui arrivent à avoir cette explosivité. Moi, ce qui me fait plus rêver quand même, c'est la capacité à faire de la magie avec la balle, tu vois. Et c'est pour ça que c'est ces deux gars-là que je te cite. For the Dallas Mavericks, Irving, dancing, prancing, pulls up, three-pointer, bang! And a foul! Je suis content de voir un gars comme Ja Morant performer en NBA. Alors, c'est pas sa meilleure saison cette année, mais pour le coup, parler d'Allen Iverson, il y a aussi un comparatif qui peut être fait. Alors, il est beaucoup plus explosif, etc. Mais c'est le type de joueur qui donne tout sur le terrain, qui lâche rien et qui joue avec le cœur. Et c'est ça qui me fait un peu penser à Allen Iverson. Et pour le coup, j'ai toujours apprécié le joueur. Et c'est quand j'ai pu voyager à Memphis pour aller voir j'avais été voir un Game 5 de playoff contre les Warriors en 2022 à Memphis. Et il en met 47 contre les Warriors. Et là, par contre, l'avoir vu jouer en vrai à Memphis, voir l'impact qu'il a là-bas, je me suis dit vraiment, c'est un phénomène. Et je pense qu'en l'ayant vu en vrai, j'ai vraiment tilté. Je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et là, je comprends le potentiel. Je suis limite un peu déçu cette saison, tu vois. Parce que pour moi, je le voyais quand même un peu plus haut. Mais pour moi, ouais, c'est un gars qui est là encore, qui va être là pendant peut-être une dizaine d'années, qui va faire des belles choses. Et j'espère qu'il apportera peut-être un titre à Memphis un jour. S'il y arrive, en tout cas, ce serait incroyable. Il a le big pour pouvoir faire des choses, donc Jared Jackson. Et après, il y a quelques joueurs autour, mais ils avaient fait une saison plutôt intéressante il y a 2 ans, où ils étaient vraiment en top quasiment à l'Ouest. Et c'est dur d'être top à l'Ouest, tu vois. Donc je pense pour moi, il a le potentiel demain d'être l'un des visages de l'NBA. Tout le monde parle de ça en ce moment. Qui est le futur visage de l'NBA? Je pense que Ja Morant, il est dans le top 3 et il est peut-être pas 3e. Tu vois. Je pense que Jason Tatum, dans une NBA où on va finalement regarder beaucoup les highlights et beaucoup les performances sur des courts laps de temps. On va ouvrir Instagram, on va regarder 30 secondes, on va avoir un dunk de Ja Morant, on va se dire « Ah, mais c'est le joueur de l'année, etc. » Tu vois. Tatum, pour moi, il fait tout bien à sa sauce et plus ou moins discrètement. Tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant, mais pour le coup, ça rentre pas dans la méta actuelle où on va forcément regarder les 3 meilleures actions de la journée et il n'est pas tout le temps dans les top 10. Pourtant, il va toujours mettre des points et pour moi, ouais, on le respecte pas assez. Je pense qu'il est respecté à Boston. Pareil, j'ai eu la chance de pouvoir aller le voir au TD Garden et je pense que aujourd'hui, la hiérarchie, elle est simple pour les supporters. C'est Jason Tatum en 1, tout le monde le sait et il est assez respecté dans sa ville et dans son cocon, je pense, pour être assez à l'aise. Mais en effet, par rapport à la NBA, je trouve que il mérite beaucoup plus de respect. Alors oui, il est peut-être pas charismatique, oui, il va pas poster tout le monde, mais ça reste quand même une excellente option. Et aujourd'hui, si je suis GM, tu choisis Jason Tatum, je pense, devant énormément de joueurs pour construire ta franchise, parce que bon, c'est un gars qui est stable, qui sait scorer, qui sait tout faire, et qui peut être aussi dans un collectif, tu vois. Parfois, il se met même pas en avant, tu vois. Genre sur le titre, bon, il est pas MVP des finales, mais il fait quand même un chantier, et je pense que c'est même pas quelque chose qui est archi important pour lui. Je pense qu'il voulait une bague, il a eu sa bague et c'est ce qu'il mérite, tu vois. Donc peut-être qu'il aura la 2e cette année. Moi, franchement, il y a de fortes chances qu'il l'ait cette année, tu vois. Vu la NBA actuelle, je me dis le back-to-back, il est faisable vu l'effectif qu'ils ont, tu vois. Donc j'ai eu la chance en 2022 d'aller voir des playoffs NBA. Et donc il y a un match entre Dallas et Phoenix, à Phoenix, où Luka éteint les Suns. Je crois que c'est le Game 3. Avant de repartir à Dallas. Mavericks running a play that the Suns like to run. Doncic into the lane, gets the layup. Good contest by CP3, it didn't matter. Luka knocks it down. Et ce game-là, il était incroyable. Genre, pareil, je découvre Luka en vrai. Je vois que c'est entre guillemets un steak de 2 mètres comme ça, costaud, qui poste les meneurs d'en face. Et tu te dis, pareil, quand tu le vois à la télé, tu te dis, bon, bah, en fait, il fait la même taille que tout le monde, mais en fait, il est costaud, il est grand, il est solide, il est entre guillemets arrogant, insolent sur le terrain, il mettait des 3 points, il charriait le public et tout. Et pareil, ce jour-là, j'ai eu la chance d'aller bord terrain avant match, voir un peu les échauffements, notamment D-Book, pareil, Aura. À l'époque, il n'avait pas encore sa signature shoes, mais j'avais pu vivre la NBA de près et j'ai pu vivre les playoffs de près. Et pour le coup, si je reprends le Reda de 12-13 ans, je serais peut-être tombé amoureux de Luka à ce moment-là, tu vois, parce qu'il m'a vraiment fait rêver. Et je pense, je dirais, ouais, match de playoff Dallas Suns à Phoenix. Je crois que tu as pu voir quelques matchs de Team USA, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que ça t'a fait de voir ces trois légendes sur un terrain ensemble? Franchement, c'était incroyable, en même temps c'était bizarre.
de les voir sous le même maillot. Moi, je suis quelqu'un qui regarde, donc quand je suis dans une salle, je vais pas forcément regarder la même façon quand on a forcément la diffusion télé. Parfois, j'aime bien regarder un joueur pendant 2-3 minutes et voir un peu la manière dont il joue, la manière dont il réagit, quand il met un panier, quand il score pas et tout. Et en fait, il y avait trop d'informations à la seconde. Je sais pas si t'as la vidéo en tête de tous les rituels de Steph Curry, de Jason Tatum, de LeBron. Genre, t'avais trop de trucs à la minute. Du coup, c'était difficile de suivre. Mais je l'ai plutôt vécu de façon assez nostalgique en me disant c'est peut-être la dernière fois qu'on les voit ensemble, donc il faut absolument que je puisse avoir des tickets pour vivre ce truc-là, notamment la demi-finale et la finale, tu vois. C'est difficile parce que LeBron, je dirais, tu vois, c'est l'aura qui dégage. C'est un truc quand tu le vois, t'as l'impression que c'est le personnage principal et qu'on est tous des personnages annexes de sa vie, tu vois. Genre, t'as LeBron et nous, on est tous là pour contribuer au fait qu'il réussisse sa légende, tu vois. Steph Curry, c'est plutôt par son professionnalisme et sa capacité à être, malgré, tu vois, la pression d'être souriant, d'avoir toujours ses petits rituels, tu vois, le fait qu'il place le night-night quand il met son 3 points, genre, t'as l'impression que tout est logique dans sa tête et que tout s'enchaîne, et qu'il est même pas dans le show-off, tu vois, c'est vraiment lui de A à Z. Et par contre, KD, pour sortir un peu des deux gars, je pense que c'est le gars, il était là quand je l'avais vu en pré-tournoi olympique, il était là en jogging, franchement, il s'en foutait, et les contours, il en a rien à faire, il est juste là pour jouer au basket. Et pour le coup, c'est vraiment, je dirais, la passion pour KD, le professionnalisme pour Curry et l'aura pour LeBron. Et c'est 3 gars super différents, 3 légendes. Et le fait de les voir ensemble, c'était une dinguerie, tu vois. Je pense que l'histoire est en train de s'écrire, et de la bonne façon. Je pense que Wemby progresse bien et la manière dont il arrive à devenir le joueur que lui a envie d'être. C'est important, on veut tous que Wemby soit proche du cercle et là il est en train de nous prouver qu'il peut prendre 10 tirs à 3 points par match et que ça peut fonctionner. Mais franchement, je pense qu'il progresse de la bonne façon. J'ai l'impression qu'il sait ce qu'il veut. Il est incroyablement mature. Il a quel âge? 21, je crois, c'est ça? 21 ans. Et il arrive à pouvoir embarquer des gens autour de lui dans un potentiel projet, que ce soit en équipe de France ou même avec son club. Quand on voit entre sa première saison et sa deuxième saison, j'ai l'impression que maintenant c'est lui et que l'équipe le suit et va le suivre sur les futures années. Donc je suis impatient de voir la version de Wemby en 2028. Je suis impatient de voir aussi, et c'est important de le souligner, l'équipe qui va l'entourer, parce qu'on a énormément de jeunes talents qui arrivent petit à petit et qui vont venir aussi s'installer. Mais tu vois, ce numéro 1 et le fait d'être le leader et d'être finalement le go-to guy de cette équipe de France, des Spurs, et même potentiellement demain d'être le meilleur joueur de la NBA, j'ai l'impression que tout est écrit et que sa légende est en train d'aller logiquement vers ça alors qu'il a que 21 ans. On peut se parler de Luka Doncic qui a 25 ans, on peut se parler d'autres joueurs qui ont 23, 24. J'espère juste qu'il restera en bonne santé. Mais pour moi, s'il reste en bonne santé, il va juste battre des records de précocité. Et donc oui, en 2028, ce sera peut-être la meilleure version de Wemby et il va peut-être taper les Team USA, tu vois. Sachant qu'elle sera, je vais même pas dire vieillissante, parce que je pense que ce sera une nouvelle équipe. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait des plans anti-Wemby. Donc on verra ce que ça va donner, mais je pense vraiment qu'on a de la chance de l'avoir avec nous. Une superstar qui est un peu rentrée dans le rang. En plus, il y en a, tu vois, qui me fait kiffer avoir joué. Tu vois, peut-être un gars comme Paul George, tu vois. Un gars comme Paul George, vraiment, moi, je me rappelle d'Indiana. Il sort sa première signature shoes à Indiana. Il la sort juste après la saison où il dunk, le fameux dunk contre Miami, etc. Here comes George, got the step and stops one move and counts on the foul. He beat LeBron James with that quick step. Et j'ai toujours apprécié voir Paul George jouer parce que c'est un mec qui pue le basket, tu vois. Il sent le jeu, il est passé d'un mec hyper explosif à un mec qui comprend le jeu, qui arrive à scorer sur n'importe qui est là des deux côtés du terrain. Donc ouais, Paul George, c'est sûrement le gars qui a peut-être moins de hype, mais que j'apprécie énormément voir jouer. Et c'est pour ça que je suis déçu de ne pas le voir performer aux Sixers. Alors blessure, on peut comprendre. Mais ouais, PG, c'est trop beau à avoir joué, pareil. C'est kiffant à avoir joué, tu vois. Et t'as eu la chance, non, je crois, de rencontrer Luka Doncic? Oui, j'ai pu le rencontrer aussi lors du K54. Tu veux que je t'en parle? T'as une petite anecdote sur Luka, quoi. En fait, c'est un gars qui s'en fout un peu, pareil. Genre, la première fois où je l'avais vu,
Alors, il rentre dans le magasin, il est KO. Donc, je sais pas ce qu'il avait fait la veille, il était vraiment cuit. Donc, il rentre dans le magasin, il nous regarde un peu comme ça, il demande un peu c'est quoi le programme. Je crois qu'il doit aller aux toilettes, il part pendant 15 minutes. Vraiment, tu vois, il avait un genre de timing. Genre, le run-off show, c'était il arrive, il met un t-shirt il met son t-shirt, ensuite il va voir le public, j'interview pendant 10-15 minutes, il signe 2-3 produits parce qu'il était là pour ça. Et il faut qu'il reprenne un van parce qu'il doit aller à l'opposé, tu vois. Et en fait, il arrive, il met 20 minutes déjà pour se mettre en place, il passe aux toilettes, etc. Et pareil, la deuxième fois que j'ai vu, c'était lors d'un clinics pour des jeunes. C'était c'était 2 ans après. Et il arrive, il doit faire un concours de tir. Donc moi, je suis là, je couvre l'événement. Et il met que des tirs, donc tête de raquette. Et il met que des tirs avec la planche. C'est-à-dire qu'il arrive, pareil, et donc il y a des gars qui sont à fond pour faire le concours contre lui et il fait des tirs comme ça contre la planche. Et il met tout, hein. Et il tire contre la planche comme ça et puis il serre la main et puis il s'en va. Genre, tu vois, genre, c'est le gars qui s'en fout un peu. Tu sens qu'il est passionné parce que bah, c'est son job, tu vois, c'est son métier. Mais c'est pareil, un mec assez nonchalant. Tu vas lui poser une question ou tu vas attendre qu'il développe, il va te dire « yes ». C'est vraiment comme ça. Genre, tu vas dire, bah, qu'est-ce que t'as pensé de ton arrivée à Paris et du K54 ? Je veux bien que tu m'en dises plus sur le tournoi. Il va te dire, that's a good tournament, yes. C'est des mecs qui sont pas trop médias, donc faut réussir à casser la barrière pour aller plus loin. Et je crois qu'il n'y a pas énormément de journalistes qui ont cassé cette barrière, tu vois. Donc ouais, j'en garde des bons souvenirs quand même, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est lui-même. Il va pas être un peu le quinri qui va devant les médias, vouloir s'inventer une image de gars et tout. Je pense que s'il est dans un bon mood, il va te donner ce que tu as envie. S'il n'est pas dans un bon mood, il va rien te donner. Et c'est ce que j'aime bien chez Luka Doncic, tu vois. En fait, Jimmy Butler, pour moi, c'est quitte au double. Soit il bonifie ta franchise, soit il peut pourrir ta franchise s'il n'est pas dans les bonnes conditions. Et je pense que c'est un pari côté Warriors parce qu'ils avaient besoin d'avoir un joueur de la cabine de Jimmy Butler qui va pouvoir apporter de la défense, qui va pouvoir être clutch, qui va pouvoir être là des deux côtés du terrain. En fait, pareil, Jimmy, c'est un joueur qui joue avec le cœur. Donc demain, sur une série de playoffs, il peut être injouable et te faire passer 1 ou 2 tours grâce à sa niaque et ce qu'il arrive à apporter sur le terrain. Donc je pense que les Warriors ont fait ce pari-là parce qu'ils étaient peut-être dans une situation où ils se disaient, bah, dans tous les cas, ça peut nous apporter que du plus. Mais il ne faut pas oublier les histoires à Minnesota, les histoires avec les Sixers, où en fait, il peut être aussi dans un mood où il peut éteindre même ses propres coéquipiers. Donc pour moi, ça va être quitte au double. Soit on va être super content et les Warriors vont se dire vas-y c'est cool, c'est l'élément dont on avait besoin. Soit ça va être un flop total. Je sais pas, il lui reste combien d'années de contrat et si ils ont pas pris énormément de risques par rapport à ça. Je sais pas quel niveau de connexion il a avec Steph, mais j'imagine qu'avec un Draymond et un Jimmy, il va être difficile de mettre des paniers si tu as deux entre guillemets chiens fous en défense qui sont là pour apporter leur niaque. Et après, offensivement, il s'est apporté aussi. Et peut-être que ce que Draymond arrive un peu moins à faire, je pense que Jimmy va pouvoir aussi apporter une menace qui va permettre à Steph de bien se sentir. Parce que Steph, c'est un super joueur, mais quand tu as des bons gars autour de lui, il est encore plus dangereux parce que du coup, il va falloir soit le coller ou soit laisser un peu soit lâcher un peu de lest pour Jimmy. Donc, je trouve que Curry est beaucoup plus dangereux quand tu as un gars qui est bon à côté de lui, tu vois. C'est dur de faire tout seul. J'ai l'impression que Fox, dans sa progression à Sacramento, a montré que c'était un joueur supérieur. Je ne vais pas te dire que c'est un All-Star en puissance, mais pour moi, c'est un joueur supérieur. Dans sa capacité, déjà, il était connu pour sa vitesse. C'est un gars qui est hyper véloce et qui va aussi créer des espaces. Et ça me fait juste penser à une action d'hier où Fox joue son 1 contre 1, donc tête de raquette, tout le monde est écarté. Il joue son 1 contre 1, il passe son défenseur, il va au panier, il rate, et t'as Wemby qui arrive sur la claquette derrière. Et aujourd'hui, j'avais pas l'impression de voir un joueur comme ça chez les Spurs. Le meilleur intercepteur de la NBA. Lee Fox qui est pas là. Wemby qui vient rabattre ce ballon dans le cercle. T'avais Devin Vassell qui est plutôt un bon joueur, mais là, Fox, il va faire la différence. Et Wemby va être là aussi pour prendre les rebonds, pour lui poser peut-être les bons écrans, pour soit roll ou soit pouvoir aussi pouvoir stretch et pouvoir prendre des tirs. Donc pour moi, c'est une excellente addition. Fox, il est dans le drive, il peut aussi prendre des tirs. Et en fait, c'est une menace, entre guillemets, triple niveau. Et je pense que c'est ça dont tu as aussi besoin en Wemby pour qu'on lui lâche les baskets, tu vois. Parce que quand il est dans la raquette, ils sont à 3 dessus. Enfin, tu vois, il y a des plans anti-Wemby. Et là, Fox peut en mettre 30. Ce qui fait que déjà, ça peut permettre à Victor d'être différent dans son apport.
tu vois, dans du rebond, dans le fait de ressortir le ballon, et pas dans le fait d'avoir tout pour lui. Et je pense qu'on peut jouer aussi avec Chris Paul, Fox et Wemby. Et donc là, tu as un chef d'orchestre, un joueur qui peut tout faire sur le terrain, et tu as Wemby qui est, pour moi, pour le coup, un joueur incroyablement exceptionnel et qui peut, pour moi, encore une fois, amener l'équipe à passer des tours de play-off et aller plus loin. Alors, peut-être pas pour cette année. Je pense que cette année, ça va être un peu le crash test, voir ce que ça donne sur des joutes de play-off. Et ils vont peut-être passer un tour ou à voir, tu vois. Mais je me dis que sur les prochaines années, c'est une belle... C'est vraiment une bonne pioche. Je sais pas quel âge il a. Je pense qu'il doit avoir 26-27 ans. Je pense que pareil, tu vois, sur les 5 prochaines années, c'est vraiment cool. Je disais, ma meilleure expérience sur un game à Paris, c'était en 2020. Okay. C'était très difficile d'avoir les places. Première expérience à Paris. Il y avait les Hornets contre les Bucks, si je dis pas de bêtises. Et c'était pour moi une première expérience à Paris. Donc je l'ai découvert en tant que fan. Tu vois, c'est même pas en tant que créateur de contenu où j'avais rien à faire. Je devais juste être là pour venir voir le match et profiter de ce truc-là. Et c'était un peu l'effervescence qu'il y avait autour. Là maintenant, ça s'est vraiment développé. Tu vois, avec les Spurs, j'ai l'impression qu'il y avait un programme hyper charté pendant une semaine. Mais tu vois, sur la première année, j'ai découvert ça. Tu pouvais te balader et croiser des joueurs à certains endroits. Tu avais des joueurs qui passaient, du coup, tu vois, au NBA Store notamment, pour des interviews, pour des séances de dédicaces. Et en fait, le fait d'amener la NBA, ça apporte un peu une vibe à la ville quand tu es fan de basket. Et si tu es à Paris, tu es à 15 minutes de plein d'événements différents. Et même si tu n'as pas ta place pour le match, tu as de la NBA House, tu as plein de trucs qui sont faits autour. Et je me rappelle, sur cette première année, je me suis dit, il faut que ça revienne tous les ans. Et il faut que je puisse en être un acteur. Donc même moi, dans ma création de contenu, ça m'a aussi motivé à me dire, OK, la NBA, elle vient à Paris, c'est cool de pouvoir essayer de couvrir un maximum de choses et d'être un acteur plutôt que d'être un spectateur. Et même en tant que spectateur, je trouve que c'est sympa. Le fait d'en avoir fait 2 cette année, ça permet d'avoir plus de place pour les gens globalement qui peuvent se le permettre aussi, il faut le dire. Mais je pense que la première année, c'était sûrement la meilleure parce que j'en garde, tu vois, si je pense à un souvenir, je pense à 2020, tu vois. Okay. Juste avant le Covid et tout. On pense à ça. Alors, mon affiche de rêve, ce serait de voir Dallas. J'aimerais bien voir Kyrie. J'aimerais bien voir Kyrie jouer en pleine forme. Et j'avoue, les Lakers. Hein. Les Lakers, tu vois, un Dallas Lakers, ce serait cool. Ou un Minnesota Lakers, ça pourrait être bien aussi. Je sais qu'à l'Ouest, c'est toujours un peu difficile de ramener les équipes parce que décalage horaire. Mais ouais, un Dallas Lakers. Dallas Lakers, incroyable. En plus, on aurait la confrontation avec Luka. Non, ce serait vraiment un truc de ouf. Et pour les fans, peut-être un Lakers Warriors. Je pense pour les fans, un Lakers Warriors, ce serait ouf parce que de grosses franchises, ou un Lakers Celtics par exemple aussi, tu vois. Pour les fans, hein, les franchises les plus suivies et globalement les plus réputées autour du globe, ça reste et ça attirera les foules. Mais non, Dallas Lakers tous les jours. Là, tu me poses aujourd'hui, là, je signe Dallas Lakers, je signe tout de suite. Et cette année, tu as eu la chance de participer au NBA Jam. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience complètement folle de jouer sur le parquet le lendemain d'un match NBA devant, je sais pas, 8 000, 9 000, 10 000 personnes? Ouais, c'est à peu près 10 000 personnes. Ouais. Quand je reçois le mail de la NBA, je comprends pas trop, tu vois. Je me dis que ça va être un peu un celebrity game. J'essaye un peu de processer en me disant, OK, je vais jouer sur le terrain de l'Accor Arena entre les 2 matchs NBA, donc ça doit être un gros event. Ensuite, on a vu qu'il y avait Teddy Riner et Esteban Ocon en tant que GM, donc là je me suis dit c'est ouf. Et en plus, on a eu cette chance de pouvoir connecter avec Joachim Noah qui était là, avec des créateurs américains, des créateurs français. Et rien que le fait de pouvoir jouer sur le terrain, c'est un rêve qui se réalise entre guillemets. Je pense que les fans ont été ravis et surtout surpris parce que pour moi, il y avait quand même beaucoup d'ambiance. Lorsque j'étais là-bas, j'ai senti qu'il y avait une atmosphère qui était intéressante, le match est allé en prolongation, etc. Juste le fait de pouvoir jouer au basket et de se dire, on n'est pas des joueurs NBA, mais tu vois, de jouer sur le parquet et avoir la même expérience, parce que du matin jusqu'au soir, on a été un peu accompagnés comme des joueurs, on a eu des conférences de presse, des tapis rouges, des trucs comme ça. Et en fait, juste le fait de dire, vas-y, je porte le costume d'un joueur NBA pendant une journée, c'est une expérience qui est vraiment unique. Et j'ai l'impression que ça a été plutôt réussi. Moi, j'ai vraiment kiffé ce truc-là. Si c'est à faire, je le referai. Et voilà, rien que le fait de jouer sur un terrain, c'est génial, tu vois. Tu as pu lâcher quelques signatures moves, non? Un peu, ouais. J'ai mis 15 points en première mi-temps.
Après, en deuxième mi-temps, j'étais complètement cuit, mais parce que la semaine était chargée, mais ouais, j'ai pu mettre des paniers, j'ai pu me faire plaisir. Il y avait mes parents qui étaient là dans la salle, et non, c'est vraiment ouf. Hein. Et après, bon, tu peux vite avoir la grosse tête. Moi, j'ai vraiment essayé de rester en mode, bon, je vis le truc et j'essaye de réaliser que c'est une expérience qui est assez unique. Et j'espère que la NBA va refaire ça. Et limite, peut-être avec d'autres personnes, avec d'autres créateurs, d'autres médias et journalistes, parce que c'est une vraie expérience à vivre. Et je trouve qu'on s'en rend pas compte aussi de à quel point les joueurs NBA sont sollicités hors basket. Genre, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'on t'appelle, tu dois faire une conférence de presse, puis tu dois aller mettre ton maillot, puis tu as un pré-échauffement, tu dois prendre des photos à gauche, à droite. J'imagine que les joueurs NBA signent des autographes pour les fans. Je trouve que c'est dur de rester dans ton monde. Et c'est pour ça que je comprends que certains joueurs, parfois, soit tu vois, ils mettent des casques, ou soit ils essaient vraiment d'être focus. Ils vont peut-être pas calculer tout le monde à un certain temps, mais je trouve que l'expérience, quand tu la vis, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de trucs autour du basket qui font que tu peux être complètement déconcentré. J'imagine même pas les tweets, les joueurs qui parient sur toi et qui t'insultent sur les réseaux. Genre, il y a tellement une sphère qui peut être toxique que quand t'es joueur, il faut vraiment être concentré. Et rien que nous, en tant que créateurs et médias, quand on était là-bas, on était limite pas concentré sur le match, tu vois. Alors j'imagine même pas en tant que joueur NBA. Franchement, c'est impressionnant et c'est pour ça que je respecte les joueurs professionnels de faire ça 2 fois, 3 fois par semaine, de jouer au plus haut niveau et en même temps de porter sur leur dos toute cette couverture. Après, ils sont bien payés, mais c'est quand même assez particulier, tu vois. Pardon. Ils ont mis un Allen Iverson avec la sleeve, le bandeau, le maillot. Ils lui ont mis la totale. Est-ce qu'à un moment, tu as eu cette tenue complète, toi, en tant que fan d'Iverson? Bonsoir, oui. Oui, tout à fait. J'assume. Alors, je pouvais pas faire les tresses plaquées à l'époque. Ma mère, elle voulait pas. Elle voulait vraiment que je garde la coupe courte et tout. Mais non, ce flow-là, oui, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Et oui, j'ai fait dépenser de l'argent à mes parents pour m'acheter le haut, le bas, la sleeve et tout. J'avais des petits bras, la sleeve tombée. Elle était même pas comme il fallait. Mais ce flow-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu. Ouais. Pour moi, l'un des plus beaux maillots de l'histoire, il y a un maillot des Raptors, je sais pas s'il est là, avec le dino dessus. Avec le dino Carter, là. Voilà. Alors, c'est pas réellement celui-là, mais pour moi, Vince Carter, 2000 concours de dunk, pour moi, c'est un maillot iconique. Genre, c'est un maillot qui est dans les esprits, qui est gravé chez tous les fans de basket. Et le fait d'ailleurs que le dino soit revenu sur le maillot, je trouve ça cool. Et pour moi, les Raptors, ouais, c'est des maillots qui ont une vraie aura et qui ont surtout marqué les esprits. Donc tu vois, pour moi, ça, c'est un maillot que je te cite directement parmi mes maillots favoris, bien sûr. Après, bien évidemment, tu as le maillot d'Allen Iverson, que je peux citer. Qui est juste à côté. Hein. Qui est juste... Ah, qui est là? Ah oui, c'est vrai. Bah, tu vois. Ce maillot-là que je peux te citer, pareil, iconique. Meilleur moment d'Allen Iverson dans la franchise des Sixers. C'est un maillot qui a été pareil, que je vois souvent aussi, qui a été repris tu vois, dans des films comme Street Dancers, qui a été repris par des rappeurs, qui a été repris par énormément de la nouvelle génération. C'était un peu le Steph Curry des années, enfin, des débuts des années 2000. Donc logiquement, je te mets un maillot d'Allen Iverson. Et j'essaie de réfléchir pour te dire s'il n'y en a pas un autre qui me vient en tête. Alors oui, bien évidemment, je parle d'excellents maillots. Je pense aussi directement au maillot des Lakers, hein, tu vois. Je pense à Shaq et Kobe, le jaune pétant comme ça me fait penser à une équipe qui est invincible, une équipe que tu peux pas taper, tu vois, tu peux pas les taper, tu vois. Et j'espère que les Lakers reviendront peut-être un jour avec, tu vois, un maillot qui transpire ce truc-là de, on est les boss, tu vois. Et pour moi, ce maillot, il transpire ça, tu vois. Genre, c'est nous les meilleurs, tu vois. C'est les jaunes, tu vois, l'équipe des jaunes en mode, tu peux pas tester. Même dans les jeux vidéo avant, t'avais très peu d'équipes, t'avais les Lakers, tu vois. Les Lakers, c'était l'équipe qu'il fallait abattre. Je pense que passer un moment avec Shaq, ce serait cool. Ce serait cool parce que il a un peu une dualité dans son personnage où parfois il peut envoyer des bastos à Rudy Gobert et parfois il est hyper aimant et hyper proche. Par exemple, des jeunes qui vont venir prendre une photo avec lui. C'est un mec qui investit, qui a des business et tout. Donc, ce serait hyper intéressant de passer un moment avec le Shaq. Et je pense que ce sera hyper intéressant s'il me donne le crédit et l'attention nécessaire. Parce qu'il y a un monde où il ne me calcule pas, tu vois. Et le deuxième gars, ce serait sûrement Mike Bibby. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mike Bibby, parce qu'il a une collection de sneakers incroyablement développée. Plus que celle de PJ Tucker?
pas plus que celle de PJ Tucker, mais c'est un gars qui a énormément de Jordan chez lui. Je sais pas s'il y a des vidéos qui ont été faites autour de ça, mais j'aurais aimé comprendre pourquoi. Tu vois, connaître un peu plus sur sa passion, parce que tu as des gars qui en parlent, comme PJ Tucker, et Mike Bibby n'en parle pas réellement. Pourtant, il a une connexion de fou, Jordan, et il a énormément de pairs chez lui. Donc voilà, ça m'intéresserait de discuter avec lui, de comprendre pourquoi et d'en savoir un petit peu plus. Et je te dis, je t'ai pas dit Allen Iverson, parce que j'ai peur d'être déçu. J'ai peur d'être déçu, c'est toujours été mon joueur préféré. Je pense que c'est l'un des gars où si je le rencontre, je vais être plus en mode fan quand même, parce que c'est le gars qui m'a fait kiffer le basket. C'est peut-être l'un des seuls gars vraiment où je me dis, vas-y, je prends une photo, je serai hyper heureux. Mais j'ai trop peur d'être déçu. J'ai trop peur que, tu vois, je le rencontre et je me dis, mince, en fait, tu vois, c'était pas comme ce que j'imaginais, tu vois. Donc, ouais. AI, je sais pas. Ah, je comprends. Je sais pas. Trop bien. Génial. C'est cadeau. C'est stylé, merci beaucoup. C'est super stylé. On dirait je viens de signer. C'est la draft. Voilà. Il faut des renforts aux Sixers. J'arrive. Je prends l'avion, Gershon, j'arrive.